Donc oui, le titre Oui. Allez, rapidement. Donc, le titre de cet exposé, c'est Les réels sont plus complexes qu'il n'y paraît. Alors, si je vous dis les réels, ça vous fait penser à quoi? Je vais parler de quoi a priori? Le nombre, voilà, les nombres réels. Et alors, donc, il y a un petit jeu de mots que seuls peuvent apprécier, peut-être ceux qui sont en maths experts. Qui c'est qui est en maths expert ici? Voilà. Pourquoi? Parce que en maths expert, vous apprenez d'autres nombres que les nombres réels, qui s'appellent les nombres complexes. Qui s'appellent les nombres complexes. Et avant, c'était appris par tous les élèves de terminale scientifique. Mais maintenant, il n'y a plus que, malheureusement, que les maths experts qui apprennent ces nombres. Voilà, donc il y a les nombres réels d'une part, et les nombres complexes, dont le titre c'est un petit jeu de mots sur la juxtaposition de ces deux qualificatifs réels et complexes. Mais évidemment, ce que je vais vous montrer, c'est que donc, les nombres réels, l'ensemble des nombres réels est plus compliqué que ce qu'on peut penser a priori, ou ce que vous pouvez penser a priori. Alors, les nombres réels, qu'est-ce que c'est? On va dire que c'est celui qui avait un instrument qui va me servir, c'est ça. Vous prenez cette règle. Bon, vous l'imaginez prolonger indéfiniment de chaque côté. Et cette règle, vous voyez qu'elle est graduée. Bon, elle est graduée, je vois 5, 10, 15, etc. Donc, dans ce nombre réel, c'est toutes les graduations qu'on va pouvoir mettre. On appelle ça la droite réelle. Donc elle est tendue aux deux extrémités. Bon, quelque part, vous avez le 0, on va dire, et puis le 1. Et puis vous envisagez l'ensemble de toutes les graduations possibles de cette droite infinie aux deux extrémités. Droite réelle. Et vous savez aussi que ça se note comme ça, R, avec double barre verticale là. Alors, je vais essayer de prendre l'approche de... c'est comme si on va prendre un point de vue d'explorateur. On débarque sur une planète, un peu filiforme, je vous l'accorde, la planète des nombres réels. Et ce que je voudrais montrer, c'est qu'il y a des populations sur cette planète, diverses, qui ont des propriétés parfois étonnantes. Et peut-être la plus étonnante, c'est que plus les gens sont nombreux dans la population, plus on a de mal à en trouver, à en citer, spontanément du moins. Et ça, c'est le premier point de vue, donc ce sera un point de vue étude de population, un point de vue un peu anthropologique. Et puis vous savez, c'est comme sur Terre, parmi les êtres humains, il y a des VIP, il y a des stars qui sont connues. Bon, alors, de temps en temps, je ferai des zooms sur certaines stars, certains VIP des nombres réels. Vous en connaissez vous pouvez m'en citer des nombres réels qui se distinguent? Pi, voilà, par exemple. Voilà, pi, bon, il y en a d'autres. Donc, de temps en temps, on fera des petits zooms sur des stars. Pour l'instant, je vais parler plutôt de population anonyme. Alors, j'ai commencé à 0 et 1, bon, c'est deux stars aussi, 0 et 1. Alors, donc, dans les graduations, évidemment, vous pouvez continuer. Puisque je la gradue à droite et à gauche, donc vous avez les nombres positifs, antipositifs, antinégatifs. Dans les entiers positifs, vous savez qu'on appelle ça les entiers naturels, qu'on met en général en tel. Et puis quand vous rajoutez leur symétrique négatif, donc on appelle ça l'ensemble des entiers relatifs, grand Z. Donc on écrit ça sous cette forme. Si à un moment donné j'utilise une notation, un mot, une notion qui vous échappe, n'hésitez pas à intervenir tout de suite. Et, bon, Quentin, je compte sur toi pour me dire si, mais ça, ils ne peuvent pas connaître, parce que si vous n'osez pas, mais osez intervenir. Alors après, bon, quand on fait, même ne serait-ce que, vous prenez votre double décimètre dans votre trousse, là, si vous en avez un, entre les centimètres, vous avez les gradués en millimètres, donc ça veut dire qu'on va couper encore un petit bout. Donc, ça correspond à, mettons, le millimètre à la 10e partie du centimètre.
Donc les nombres qui suivent, c'est ce qu'on appelle les nombres décimaux. C'est-à-dire c'est les nombres qui sont obtenus comme le quotient d'un nombre entier par une puissance de 10. Donc vous avez les décimaux qu'on note en général D. Et puis vous avez des nombres qui contiennent les décimaux, mais qui ne sont pas forcément décimaux, comme un tiers par exemple, ou 8 septièmes, ce qu'on appelle des nombres rationnels, c'est-à-dire qui sont le résultat du quotient de notre nombre entier qu'on note en général sous la forme Q comme quotient. Donc ça c'est les nombres rationnels, donc c'est l'ensemble de toutes les fractions. Et puis vous avez donc tout ça, ça vit dans l'ensemble, dans votre droite graduée qui est là. Donc la première question qui se pose, c'est évidemment, n n'est pas égal à z, parce qu'il y a des entiers qui sont négatifs. Il y a des décimaux qui ne sont pas entiers. Donc l'inclusion qui est là, on dit elle est stricte. Il y a des gens qui habitent ici, qui n'habitent pas ici. C'est des populations qui sont strictement imbriquées. Il y a des nombres rationnels qui ne sont pas décimaux. Un tiers, par exemple. Question, est-ce que, ici, lorsque vous avez, si vous graduez en utilisant que les fractions de votre règle, est-ce que vous allez avoir toutes les graduations imaginables, c'est-à-dire tous les points de votre droite? Alors ça, je pense que vous savez la réponse. Non, vous ne savez pas? C'est-à-dire la question, c'est est-ce qu'il existe, est-ce que tous les nombres réels sont rationnels? C'est-à-dire est-ce qu'ils sont tous exprimables comme quotient de deux entiers? Non. Alors vous pouvez m'en citer un qui est un VIP là, qui est pas... 2 racines de 2. Oui, 2 racines de 2 tu me dis? Oui, ou racine de 2 tout simplement. Ouais. Ok. Alors ça c'est une découverte qui date pas d'hier. Ça date d'à peu près 2600 ans. Donc les Grecs, du temps de Pythagore, ont découvert qu'effectivement, ils n'ont pas dit tout à fait comme ça, mais les graduations rationnelles de votre droite ne suffisent pas à remplir votre droite. C'est-à-dire qu'il y a des points qui sont ici, dans la longueur, si vous prenez le segment entre 0 et puis ici racine de 2, c'est quelque part par là, 1,428. Voilà, il y a des nombres comme ça qui ne sont pas rationnels. Et comment ils l'ont découvert? Ils l'ont découvert tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que si vous faites un carré de côté 1, on va dire, donc la diagonale, ça c'est le théorème de Pythagore qui vous dit c'est racine de 2, eh bien, ils se sont rendus compte que, comme on le disait à l'époque, la longueur égale à la diagonale de votre carré n'était pas ce qu'on appelle commensurable aux côtés, ce qui se dit en langage moderne, racine de 2 n'est pas rationnelle. Donc ici, on peut enlever le... Ici, c'est strictement contenu. Parce qu'il y a des gens comme racine de 2 qui ne sont pas rationnels. Voilà. Alors, la question est, première question, j'aimerais voir un peu la taille de ces populations. Hein. Si on file la métaphore planète, est-ce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme racine de 2? Oui. Oui. Il y en a une infinité. Tu peux m'en citer d'autres que racine de 2? Racine carrée de 3. Ouais. Racine de 3. Après Pi. Pi, alors, c'est pas du même ordre de difficulté, mais oui. Racine carrée de 5. Ouais. Racine carrée de 7. Ouais. Bon, alors, donc si tu me dis qu'il y a une infinité, est-ce que tu peux me donner, parce que ça va être difficile de me citer une infinité est-ce que tu peux me donner une forme générale de nombre qui va être irrationnel? Nombre premier. Les nombres premiers, ils sont... les racines de nombres premiers. Oui, très bien. Très bien, racine de P. P premier. Bon, tout ça, ça n'appartient pas à Q. Alors, ça, c'est assez facile à prouver. Ça aussi, c'est toujours la même, en grosso modo, la même preuve. Ça, c'est difficile. Mais c'est vrai. Et le reste, c'est facile. Voilà. Alors, plus généralement, en fait, si vous prenez ça, c'est un petit exo que vous pourrez regarder. Si vous prenez la racine carrée d'un nombre entier, pas forcément premier. Alors, évidemment, là, pourquoi ça te donne l'infinité, qu'il y a une infinité d'irrationnels? Parce qu'on sait qu'il y a une infinité de nombres premiers aussi, hein, c'est sous-jacent.
Bon, ça, on le sait depuis l'Antiquité. C'est, par exemple, il y a une démonstration qui est due à Euclide. Je ne sais pas si vous l'avez faite une fois dans votre vie. Non. Bon, bon, je ne vais pas en parler parce que j'ai déjà beaucoup de choses à vous raconter. Mais voilà, on montre qu'il y a une infinité de nombres premiers. Donc, si on montre que la racine carrée d'un nombre premier est irrationnelle, bah, vous avez, pour le même prix, une infinité de nombres irrationnels. Alors, plus généralement, un petit exo. Donc, si vous prenez la racine d'un nombre entier, pas forcément de premier, est-ce que ça va être souvent irrationnel ou pas? Oui. Oui. Alors, souvent, est-ce que c'est toujours irrationnel? Non. Non, oui, parce que par exemple, la racine de 4, bah, c'est 2, c'est entier, donc c'est pas irrationnel. Alors, en fait, est-ce que ça appartient, c'est irrationnel, donc ça appartient, vous connaissez le symbole, ça n'appartient pas au nombre rationnel, donc il est irrationnel. Si et seulement si, il y a une caractérisation, en fait, il ne faut pas que n soit... Ah non, c'est pas juste où on va mettre appartient à... On va l'écrire dans la négation. Il appartient à Q, si et seulement si, en fait, n est 1 comme 4, par exemple, 9, carré, ce qu'on appelle un carré parfait, c'est-à-dire le carré d'un nombre entier. N est un carré parfait. Donc, dit autrement, vos racines n seront toujours des nombres irrationnels, sauf pour les carrés parfaits. Donc, ça vous en donne encore plus que là, donc vous en avez une infinité. Mais vous voyez que vous en avez une infinité, finalement, qui n'est pas plus que les nombres entiers. Grosso modo. Vous avez... si vous prenez les nombres entiers, vous avez une espèce de correspondance entre nombres entiers au carré parfait près et les irrationnels. Or, on va voir que les irrationnels, en fait, il y en a beaucoup plus que ça. Tous ces ensembles sont infinis, bien sûr. Vous avez une infinité d'entiers naturels, une infinité de relatifs, de décimaux, de rationnels, de réels, mais c'est des infinis qui ne sont pas de même taille. Donc ça, je vais essayer de vous expliquer ça dans quelques instants. Pour l'instant, je voudrais donc rester sur des comparaisons entre donc, Q. Alors, ça, c'est les rationnels. Donc, les irrationnels, je vais le noter comme ça, R moins Q. Alors ça, c'est... Allez, au réel, j'enlève les rationnels. Bon, alors, donc les deux sont infinis. Ça, c'est un point commun qu'ils ont. Ils sont infinis. Un autre point commun qu'ils ont, c'est qu'ils vont se nicher partout. Donc quand je mets versus, ça évoque un combat. En fait, non, on peut dire qu'ils vivent en bonne intelligence et en bon voisinage, parce qu'ils sont vraiment très entremêlés. C'est-à-dire que n'importe quel rationnel, il est cerné par des irrationnels et réciproquement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc, ce qu'on appelle, donc c'est un premier théorème que je vais vous donner, c'est que Q et R moins Q sont ce qu'on appelle denses. Donc ne me dites pas, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que je vais vous l'expliquer. Dense, ça veut dire qu'ils vont se nicher dans la moindre interstice. Si vous prenez deux réels, A et B, ce symbole, vous connaissez, quel que soit. Si vous prenez deux réels A et B, même s'ils sont très 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 proches, ils sont distants de 10-50, entre A et B, vous allez forcément trouver un rationnel et un irrationnel. Et en fait, si vous itérez ça, évidemment, vous allez trouver, si entre deux quelconques, il y a un rationnel, vous reprenez entre ce rationnel et A, par exemple, vous allez trouver encore un rationnel, mais en fait, dès lors que vous avez deux nombres réels A et B, vous trouvez une infinité de rationnels entre A et B et une infinité d'irrationnels. Donc ça fourmille, il y en a partout. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont denses. Donc, quel que soit, donc il existe un réel, et puis le alpha, je vais le noter alpha, un irrationnel, tel que
eh bien, R se niche entre A et B, strictement, et le alpha aussi. Alors ça, on peut le démontrer, c'est pas difficile. Alors je vais vous faire la preuve. Donc dans cet exposé, je vais essayer de vous faire des éléments de preuve. Ce ne sera pas toujours des preuves complètes, mais vous donner des idées. Hein. Alors, j'ai ma droite réelle. Bon, je vais supposer que mon A et mon B, ils sont positifs. Ce que je dis pour les positifs, vous pourrez l'adapter, même si A et B étaient négatifs, ou s'il y en avait un qui était positif, l'autre négatif. Mais pour simplifier, je vais mettre A et B. Donc j'ai A et B qui sont ici, qui ça. Et l'écartement entre A et B, je vais le poser égal à, bon, vous savez, comme le résultat, et on va dire, peut être spectaculaire si le A et B ils sont très proches, parce qu'on imagine qu'ils sont à des kilomètres, il y aura beaucoup de monde entre les deux, mais bon, s'ils sont très proches, donc les nombres très proches, leur différence elle est petite, et les nombres petits en maths, on les note souvent epsilon. Bon. Vous pourrez le noter comme n'importe comment. Donc je fais la différence entre B et A. Donc ça, c'est un nombre qui est donc strictement positif, puisque quand même, je ne prends pas A égale B. Et donc cet écart-là, epsilon, je le reporte ici. Alors, si vous prenez la suite 1 sur n, la suite 1 sur n, vous connaissez les limites de suite, elle tend vers quoi? Vers 0. Ça, elle tend vers 0, quand n tend vers plus infini. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça, si vous avez une définition, je crois, avec la définition d'une suite qui tend vers 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout intervalle ouvert qui contient 0 va contenir tous les termes de la suite à partir d'un certain rang, c'est ça? Oui, je l'ai fait avec quantificateur, donc... Ah oui, il a fait avec quantificateur, 50. Bon. Alors, donc votre suite, elle tend vers 0, en plus elle est décroissante. Donc ça veut dire que pour n assez grand, vous allez avoir les 1 sur n qui vont venir habiter ici. Alors, moi, je m'en fiche qu'il y en ait plein qui habitent à gauche de epsilon, il me suffit de... Donc je dis qu'il existe au moins un entier naturel, n, tel que 1 sur n soit strictement plus petit que epsilon, entre 0 et epsilon. Vous êtes d'accord? Donc, je dis qu'il existe un certain n, un entier naturel, non nul, qui vérifie ça. Donc là, je mets un 1 sur n qui est à gauche de epsilon. Bien, alors là, voilà mon 1 sur n, il est quelque part par là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller caser d'abord un rationnel entre A et B. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? J'utilise une propriété de R qui a été mise, un axiome, c'est un axiome de R, mais ça résulte de la construction de R. On dit que R a la propriété d'être archimédien. Ça veut dire que si vous faites des petits pas, même si c'est des tout petits pas, si vous êtes suffisamment patient, vous pourrez aller aussi loin que vous voulez. C'est-à-dire que si je pars, je fais des petits pas 1 sur n, plus 1 sur n, plus 1 sur n, plus 1 sur n, plus 1 sur n, je peux dépasser n'importe quel nombre donné à l'avance. Donc, je fais plein de petits pas, et à un moment donné, je vais dépasser A. Alors, dit autrement, pour dire qu'il est fixé, je vais l'appeler N0. J'amène un indice 0. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je regarde les nombres de la forme M sur N0. Donc 1 sur N0, plus 2 sur N0, plus etc., plus 15 sur N0. Donc si je fais ça, et que je fais tendre M vers l'infini, ça tend vers plus l'infini. Dire ça, c'est exactement dire ce que j'ai dit, c'est-à-dire si vous faites plein de petits pas de taille 1 sur N0, vous allez pouvoir dépasser n'importe quel nombre donné à l'avance, donc en particulier dépasser A. Et donc ça veut dire
qu'il existe un certain m, il y a un discriminant plane, tel que m sur n0 soit plus grand que 1. Alors, et comme il y a un existe plane, si je dépasse A, ben, que je continue, je risque de dépasser B aussi. Alors ce que je vais prendre, alors ça renvoie à l'année dernière, j'ai parlé de ça pendant tout un exposé, je vais prendre le plus petit m qui marche. C'est-à-dire la première fois que je vais dépasser petit a. Voilà. Soit m le plus petit qui a cette propriété, le plus petit entier qui a cette propriété, à savoir de dépasser a. Alors je dis que forcément m sur n0, ben, il est forcément strictement plus petit que b. C'est-à-dire que si je fais mes petits pas, la première fois que je vais dépasser A, je m'arrête, je ne peux pas être plus grand que B. Je vais forcément être strictement contenu entre A et B. Pourquoi? Ben, supposons que ça ne soit pas le cas. Raisonnement par l'absurde, vous connaissez? Donc, je veux montrer cette inégalité. Ben, je vais supposer que j'ai une inégalité contraire. Alors sinon, donc ça c'est par l'absurde. Alors la négation de ça, si je n'avais pas cette inégalité stricte, j'aurais une inégalité large dans l'autre sens. Donc j'aurais m sur n0 qui serait plus grand que b. D'accord? Mais alors, si je fais m moins 1 sur n0, m moins 1 sur n0, donc ça serait plus grand que quoi? Ben, m sur n0 ici, il est plus grand que b. Et puis moins 1 sur n0, regardez ici, si 1 sur n0 il est strictement plus petit que epsilon, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est que moins 1 sur n0, hein, quand vous multipliez des inégalités par un signe moins, ça vous les renverse. Donc il serait strictement plus grand que moins epsilon. Et moins epsilon, c'est qui? C'est A moins B. Donc, ce nombre, là, m-1 sur n0, ben, il serait supérieur ou égal à b, et puis le moins 1 sur n0, il est strictement plus grand que a moins b. Donc, comme là, j'ai un strict, là, j'aurai un strict aussi, plus a moins b. Et ça, c'est a. Moralité, si cette condition n'était pas satisfaite, ben, le m-1 sur n0, il serait déjà strictement plus grand que 1. Mais ça contredit le fait que j'ai pris pour m la première fois que ça arrivait, le plus petit m qui marche. Puisqu'ici, le m-1, qui est un cran de moins que m, marcherait aussi. Et donc ça contredit la minimalité de m et ça donne le résultat. Voilà, donc ça prouve que les rationnels ils vont se nicher dans le moindre interstice de réel. Donc il y en a beaucoup. Alors, je ne vais pas le détailler, mais pour les irrationnels, c'est la même chose. Vous faites le même raisonnement, simplement il faut l'adapter. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'il faudrait faire pour arriver à mettre un irrationnel ici? On va faire pareil, il suffit de mettre un irrationnel ici, et après de le faire avancer petit pas par petit pas ici. C'est exactement le même raisonnement. Donc, qu'est-ce que je vais mettre comme irrationnel ici? Grâce à ce que vous m'avez dit au début. Alors, racine carrée de n, il est grand. Si tu prends un racine de n, il tend vers l'infini. Moi, je veux quelque chose qui tende vers 0. Mais qui ne sont pas rationnels. 1 sur n, il est rationnel. Alors, donnez-moi avec racine de quelque chose, un nombre qui est petit et irrationnel.
crois que tu l'as dit, ouais. Mensuel. Non, bah, Alors, du 1 coup- sur n, il est rationnel. Donc, il suffit de prendre Sur P. Racine de 1 sur n. racine de... 1 sur n. Alors, racine de 1 sur n, oui, mais à part qu'ils vont pas... Tu vois, quand tu vas tomber sur un carré parfait, pour n, d'après ce qu'on a dit, ton nombre, il va être rationnel. Bon, on pourrait l'adapter, mais plus simplement, il suffit de prendre, mettons, racine de 2 divisé par n. Si vous faites racine de 2 divisé par n, bah, votre suite, elle tente... Si vous mettez... Mais non, ici, au lieu de mettre 1, je mets racine de 2. Est-ce que ça change le résultat? Non. Diviser racine de 2 par n, ça tend vers 0. Donc, là, ici, vous allez pouvoir mettre pareil, et puis vous mettez partout des racines de 2. Et donc, à la fin, vous allez vous retrouver avec un nombre de la forme qui est de quelle forme? Eh bien, m racine de 2 sur n0. Et celui-ci, il est irrationnel. Puisque c'est un rationnel fois un irrationnel, ça c'est toujours irrationnel. Voilà, donc vous l'adaptez, c'est la même chose. Et donc on a ça. Donc voilà, sur le terrain du fourmillement de ces populations, ces deux populations antagonistes, rationnelles versus irrationnelles, elles sont toutes les deux infinies, elles vont se nicher dans le... Dès que vous avez une petite faille, tac, ça. Bon. Alors, ça c'est les points communs, on va dire. Maintenant, j'aimerais montrer qu'en réalité, il y a une des deux populations qui est beaucoup plus grosse que l'autre en un certain sens. Au sens où l'a définit ce monsieur-là, Georg Cantor. Alors d'après vous, c'est qui la population la plus grosse? Les réels. Alors, les réels, ça c'est toute votre planète. Hein, donc, mais je la scène en deux populations, les rationnels, d'une part, la population des gens rationnels, et la population des gens irrationnels. Alors, qui sont le plus nombreux, en un sens à préciser, que je vais préciser? Les irrationnels. Les irrationnels. Ouais. Il y a beaucoup plus d'irrationnels que de rationnels. Donc, j'espère que ce n'est pas le cas sur la planète Terre. Encore que. Alors. Donc pour ça, il faut que je vous parle un peu d'infini. En comparaison des... Ça va, je la mets là? Oui. Ouais. Vous m'arrêtez. Comparaison des infinis. Juste une petite remarque. La chose sur la densité des rationnels et des irrationnels, vous avez vu, ça fait intervenir des suites, des limites de suite. C'est finalement relativement élémentaire. Ça peut s'envisager comme quelque chose pour le grand oral. Et comme quelque chose de très original au grand oral. Voilà. Oui, ma mission, ici, je ne l'ai pas dit au début, mais ce qui m'est demandé, et ce qui est demandé de manière générale aux intervenants de cette masterclass, c'est d'essayer de vous donner d'éventuelles idées pour des sujets pour le grand oral, des sujets de maths. Donc dans ce que je vais raconter au cours de cette séance, normalement il y a plein de petits morceaux que vous pouvez, à mon avis, réutiliser dans ce cadre, parce qu'il va y avoir beaucoup de suites, effectivement. Alors, donc comparaison des infinis. Alors, théorème. Je vais énoncer sous forme d'un théorème déjà. C'est que l'ensemble des rationnels, il est ce qu'on appelle dénombrable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un ensemble est dénombrable? Ça veut dire que bon, quand vous comptez quand vous comptez un ensemble fini, imaginons que je vous compte Donc je vais dire, je vais vous compter comme 0. 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc je mets en correspondance un certain nombre d'individus avec un autre symbole, à savoir ici 0, 1, 2, 3, et puis si j'arrive à 23, par exemple, donc je déduirai qu'il y a, je suis parti de 0, 24 personnes dans la pièce.
Donc, compter, vous voyez, quand un jeune enfant, il dit je sais compter 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alors, il peut savoir la comptine, 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est pas pour ça qu'il sait compter. C'est-à-dire, si je lui dis mais combien on est là, même si, supposons, ben, il va dire, il va pas forcément, il va sauter des gens, c'est-à-dire il n'arrivera pas à mettre en correspondance, jusqu'à un certain âge, un premier ensemble, qui sont des symboles, 1, 2, 3, 4, 5, et puis des objets. Et donc dénombrer, c'est mettre en correspondance finalement les éléments d'un certain ensemble avec ces symboles que sont les nombres entiers. Alors un ensemble, il est dénombrable, infini dénombrable, je ne précise pas que c'est infini, si vous pouvez mettre en correspondance tous les éléments de votre ensemble avec tous les entiers naturels, qui lui est infini. Dit autrement, imaginons que vous ayez une course, vous avez une course, un marathon, vous avez un certain nombre de participants, mais à chaque participant, vous allez lui donner un dossard, un numéro de dossard. Dossard 1, dossard 2, si vous partez de 0, peu importe, ça c'est un détail. 2, 3, et puis s'il y a 3000 participants, un gros marathon, vous allez jusqu'au dossard 3000. Bon, imaginons ici que vous ayez des ensembles, des marathoniens qui soient un nombre infini. Ben, si vous arrivez à leur donner un dossard à chacun, c'est-à-dire à les mettre en correspondance un pour un avec les nombres entiers, on dit qu'il est dénombrable. C'est-à-dire que, finalement, le caractère infini de votre ensemble, il n'est pas plus gros que l'infini des nombres entiers. Puisque si vous arrivez à mettre deux ensembles, par exemple, finis en correspondance, ça veut dire qu'ils ont le même nombre d'éléments, ils sont de la même taille. Ben, on généralise, c'est ce qu'a fait ce mathématicien là, de la fin du 19e, début du 20e, Georg Cantor. Il a dit, ben, si on met on dit le gros mot, c'est bijection, je ne sais pas si c'est un mot qui vous parle. C'est-à-dire vous faites une correspondance, une espèce de mariage entre tous les éléments d'un certain ensemble avec, sur l'exemple j'avais dit 1, 2, 3 jusqu'à 24. Ben là, si vous faites un mariage de tous les éléments de votre ensemble avec tous les entiers naturels, ben on va dire qu'il est dénombrable. Et donc ça veut dire qu'en un certain sens, il n'y a pas plus d'éléments dans votre ensemble que dans l'ensemble des entiers naturels. Puisque vous arrivez à faire correspondre un pour un, vous arrivez à étiqueter, à mettre un dossard sur chaque rationnel. Pourtant, l'ensemble des rationnels, il est strictement plus gros en termes au niveau de l'inclusion que l'ensemble des entiers naturels. Parce qu'il y a des tas de nombres rationnels qui ne sont pas entiers. Mais néanmoins, cet infini va être de la même taille que grand N, c'est-à-dire dénombrable. Alors, je vais vous donner, si vous voulez, une idée de la démonstration. Et donc ça, c'est le théorème 1. En revanche, théorème 2, donc ça, c'est Cantor, c'est dû à Cantor. R, lui, n'est pas dénombrable. Alors, quand on dit qu'il n'est pas dénombrable, bon, il est infini aussi. Ça veut dire que l'infini de tous les nombres réels, il est plus gros. C'est-à-dire que les entiers ne suffisent pas à épuiser tous les réels. Vous pouvez pas, si vous avez un marathon avec tous les nombres réels, c'est impossible de leur distribuer un dossard à chacun, vous manquerez de dossards. Il n'y a pas assez de dossards numérotés par des entiers pour étiqueter tout le monde. Ils sont trop nombreux. Et le corollaire de ça, c'est que les irrationnels, ben, ça forme un ensemble qui n'est pas dénombrable non plus. Pourquoi? Parce que, bon, il est assez facile de se convaincre, plus ou moins on va le faire dans l'idée de preuve que je vais vous donner pour le fait que Q est dénombrable, c'est que si vous réunissez deux ensembles dénombrables, ben, la réunion des deux, elle est dénombrable. Alors comme Q est dénombrable, l'ensemble des rationnels est dénombrable, si les irrationnels aussi étaient dénombrables, ben, leur réunion, qui est toute votre planète filiforme, tout l'ensemble des réels, serait dénombrable. Or, Cantor a démontré que ce n'était pas dénombrable. Alors ça, c'est pas trop dur à faire. Ça, bon, on pourrait le faire, mais ce n'est pas vraiment l'objet de mon exposé. On pourrait le faire, mais c'est un peu plus difficile en vrai.
Alors, je vais donner une idée du fait que Q est dénombrable. C'est-à-dire qu'on peut attribuer un dossard, une étiquette, à chaque rationnel. Donc, démonstration, c'est juste bon, l'idée. Hein. Q dénombrable. Alors, je vais faire un dessin. C'est un grand classique. Donc, je prends un repère comme ça. Je vais montrer que tous les couples d'entiers, je peux leur attribuer un dossard. Donc là, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, etc. Pareil, les entiers naturels. Hein. 2, 3, 4. Donc je regarde tous les points qui sont à coordonnées entières. Donc, ça fait ce qu'on appelle un réseau ici. Hein. Bon, etc. Donc les couples, première étape, les couples d'entiers sont dénombrables. Pourtant, des couples d'entiers, on dirait qu'il y en a beaucoup plus que des entiers tout court. Vous voyez, les couples d'entiers, c'est tous les points que vous pouvez marquer dans ce quart de plan. Les entiers, ils sont là. Hein. 0, 1, 2, 3, 4. Donc, les autres, ils sont en 2D. Donc, on dirait qu'ils sont massivement plus nombreux. Ben, je dis que non. Et donc, je propose c'est pas moi qui ai inventé ça, bien sûr. Les mathématiciens proposent de donner un dossard à chacun de ces points. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous partez du premier, là, 0, 0. Ça, c'est le couple 0, 0. Vous lui attribuez le numéro 0. Vous passez, vous faites un pas à droite, celui-là, vous lui associez 1. Et puis, alors, si vous partez comme ça, vous voyez, vous n'allez jamais revenir. Là, c'est un voyage sans retour. Vous pourriez dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, mais vous allez vous perdre à l'infini, vous n'allez jamais pouvoir revenir sur les points qui sont là-haut. Donc, c'est pas bon. Et donc, il faut faire sans arrêt des coups de gauche-droite. Donc, hop, je vais sauter ici à 2. Ça, je vais dire que ce point, donc ça, c'est correspond au point de coordonnées 0, 1. Je lui accorde le numéro 2. Et puis, je reviens ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Vous avez compris? Donc, on parle des numérations diagonales, c'est-à-dire que vos trucs, vous les numérotez suivant des diagonales, des parallèles à la deuxième bisectrice. Ben là, vous pouvez vous convaincre, on peut écrire des formules explicites, mais ce n'est pas la peine, que n'importe quel point qui va être dans votre coordonnée entière, il va avoir un certain dossard. Donc vous pouvez étiqueter par les nombres entiers, comme le jeune enfant qui serait compté jusqu'à l'infini, comme disent les petits. Jusqu'à combien c'est compté jusqu'à l'infini? Les gamins. Alors, mais vous, c'est pareil. 0, 1, 2, 3, vous êtes convaincu que vous pouvez compter tous les nombres, tous les couples d'entiers. Donc, des couples d'entiers, il y en a, dans un certain sens, pas plus que des entiers. Donc, ils sont dénombrables. Alors maintenant, vous m'accorderez qu'un rationnel, une fraction, là, c'est en gros un couple d'entiers. Vous avez le numérateur et le dénominateur. Oui. La petite difficulté, c'est que un rationnel, il n'a pas une seule écriture. Parce que, par exemple, si vous prenez un tiers, c'est aussi 2/6, c'est 5/15, donc vous pouvez multiplier au pas. Donc en fait, un rationnel, il a une infinité de représentations sous forme de fractions. Et donc, vous allez un même rationnel, si vous le représentez comme le couple, mettons en abscisse, son numérateur et un ordonnée, son dénominateur, vous allez lui attribuer, il va se faire attribuer toute une flopée de dossards, d'étiquettes. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que vous pouvez
choisir un des dossards. Par exemple, vous pouvez choisir le dossard qu'aura hérité sa fraction irréductible. Si je parlais du rationnel 1 tiers, qui s'écrit aussi 2/6, mais 1 tiers a une propriété particulière, c'est que c'est la représentation irréductible de votre fraction. C'est celle que vous ne pouvez plus simplifier. Ben, vous regardez, donc ici ça correspondrait à 1, 3. Donc vous regardez le numéro 1, 3, pardon, ça va être ici 10, 11, 12, 13 a priori. Donc 1 tiers, il a par exemple le dossard numéro 13. Bon, ben, vous vous fichez bien du dossard que va avoir 2/6. Vous gardez que le dossard de la fraction irréductible 1 tiers. Et donc à chaque rationnel, comme ça, vous pouvez lui associer un numéro. Le numéro. Et donc vous avez finalement numéroté. Alors il va manquer un numéro qui appartient à n. Alors, ce numéro, il va pas, peut-être qu'il va y avoir des manques, mais ce n'est pas grave. Après, ces numéros, vous pouvez les ranger du plus petit au plus grand, vous pouvez les réétiqueter, et donc finalement, on peut se convaincre qu'à chaque rationnel positif ici, ben, vous pouvez faire correspondre un nombre entier. Et donc, il n'y a pas plus de rationnels finalement que de nombres entiers. Alors là, vous n'avez que les rationnels positifs, parce que j'ai pris des quotients de nombres positifs. Bon, alors pour les négatifs, vous pouvez faire la même chose, et après vous avez finalement la réunion de deux choses dénombrables, et vous êtes dénombrable. Donc voilà l'idée du fait que l'infini des rationnels, il est beaucoup plus petit que l'infini des irrationnels. Alors ça a une conséquence forte, le fait que Q soit dénombrable, c'est que ça va vouloir dire que sa longueur, avec des gros guillemets, elle est nulle. Elle est nulle. Ouais. C'est-à-dire que si vous étiez capable de mesurer la longueur que forment tous les rationnels de la population des rationnels, puisque votre droite ici, votre planète, elle est de longueur infinie. La longueur d'un intervalle, vous savez ce que c'est. C'est si vous avez l'intervalle AB, la longueur de l'intervalle AB, c'est B-1. Bon, et la longueur donc, de toute la droite réelle, c'est l'infini. Bon. Alors, calculer la longueur d'une partie qui n'est pas un intervalle, ça c'est compliqué. Ça a été fait, mais ça a été fait que récemment, il y a un siècle, à peu près, un peu plus d'un siècle. Donc ce qu'on sait bien calculer, c'est des longueurs d'intervalle. Et ce que je dis, c'est que, moralement, comme on va le voir, si vous arrivez à donner du sens à ce qu'est la longueur des rationnels, ben, ça serait 0, et la longueur des irrationnels, ce serait l'infini. Alors je vais vous le montrer, ça. Et là, de nouveau, ça fait intervenir des suites. Alors, ça c'est un phénomène général, c'est que si, donc théorème, donc si vous avez, si P est une partie dénombrable de R, donc en particulier, ça s'applique à Q, puisque je viens d'essayer de vous convaincre que Q était dénombrable, alors P est négligeable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que c'est négligeable? Ça veut dire que vous allez pouvoir recouvrir votre partie P par une réunion d'intervalles dont la somme des longueurs est plus petite que n'importe quel nombre donné à l'avance. C'est-à-dire si par exemple vous dites, je prends 1 centième. Je prends 1 centième, et bien je peux mettre tous les points de ma partie P dans des intervalles, une infinité d'intervalles, puisque la partie P a la vocation à être infinie, de manière à ce que la somme des longueurs
de tous mes intervalles n'excède pas 1 centime. Et ça, c'est vrai pour 1 centième, pour 1 millième, pour 10-50, pour n'importe quel, en fait, parce que M. Leroy vous a fait les limites avec les quantificateurs. Si vous prenez n'importe quel epsilon strictement positif, vous pourrez enfermer votre partie P dans une réunion d'intervalles dont la somme des longueurs est plus petite que epsilon. Donc je l'écris, c'est-à-dire que quel que soit le epsilon que vous allez prendre, il existe une suite d'intervalles, intervalle fermé ou ouvert, peu importe, intervalle IN, donc ça, on va les prendre fermés par exemple. Donc ils vont être des intervalles de la forme A indice n, B indice n, qui recouvrent P, recouvrant P. Recouvrant P, ça veut dire que si vous prenez n'importe quel élément de votre partie P, ben, il sera dans au moins dans un des intervalles, et tel que la somme. Alors c'est une somme, je vais l'écrire comme ça. Donc la longueur de yen, donc ça c'est Bn ici, Bn moins n. Ben, si vous faites la somme, vous connaissez ce symbole, sigma? La somme. Mais si c'est une somme, vous avez une infinité d'intervalles. Donc c'est une somme infinie. Alors ça, je vais en parler à plusieurs reprises. Et puis pour ceux qui sont là cet après-midi, je vais en parler aussi. Donc on va le noter comme ça, c'est la somme de, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, la somme de n égale 0 à l'infini, ben, elle sera plus petite, ou égale éventuellement, à epsilon. Jade, tu as une question? Vous pouvez répéter, ça veut dire quoi, IN, s'il vous plaît? I indice n, c'est un intervalle. C'est un intervalle. Ouais. Oui, vas-y. Ça veut dire que vous dites qu'il y a une somme de nombres infinis, ça donne un nombre fini alors? Voilà. Tout à fait. Pour ça, ce nota bene, hein, qu'est-ce que ça veut dire ce symbole? Ben, ça veut dire que c'est la limite. Tout ce qu'on s'est additionné, c'est des nombres finis. Hein. Donc, vous pouvez faire des sommes finies de termes. Bon, ben, si vous additionnez, donc vous obtenez jusqu'à un certain grand N quelconque, et donc là vous obtenez un nombre qui dépend de grand N, et s'il a le bon goût d'avoir une limite finie lorsque grand N tend vers l'infini, ben ce nombre, on le notera sous la forme somme infinie, c'est-à-dire somme de n égale 0 à plus l'infini des longueurs de yen. Alors ça peut paraître contre-intuitif quand on additionne une infinité de termes et qu'on trouve un résultat fini. Pourtant, c'est pas très... L'image que j'utilise toujours, vous avez des exemples de ça déjà dans votre cours, hein, je pense même depuis la première. Oui, c'est la série géométrique. Voilà, c'est la série géométrique. Moi, je le dis toujours en sous forme du gâteau. Hein. Vous avez un anniversaire, c'est votre anniversaire, vous avez fait un gâteau, vous attendiez 2-3 copains, et puis il débarque une infinité de copains. Bon, les matheux sont toujours un peu bizarres. Une infinité est quand même numérotée par n. Hein. Si vous avez tous les réels qui débarquent, ça va être plus compliqué. Mais vous avez tous les copains qui sont étiquetés de... Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez votre gâteau, vous voulez servir tout le monde. Ben, vous allez donner la moitié du gâteau au premier. Et puis vous allez encore couper en deux, vous allez ajouter un quart. Et puis vous allez donc un huitième, etc. Vous voyez que vous pouvez servir tout le monde. Enfin, dans le monde mathématique, dans le monde physique, au bout d'un moment, vous serez un peu ennuyé pour le faire. Et finalement, vous aurez ça, tout ça, c'est votre gâteau. Enfin, et donc, vous avez écrit 1 comme une somme infinie de termes. Donc, ça peut arriver qu'une... Donc, ça, c'est exactement écrire que la somme des 1 sur 2 puissance n, suite géométrique, est égale à 1. Somme de n égale 1 à plus infini. Voilà. Donc là, dire que un ensemble dénombrable comme Q est négligeable, c'est dire que vous pouvez le recouvrir
par des intervalles, et que quand vous additionnez toutes les longueurs des intervalles qui ont servi à recouvrir votre ensemble, eh bien, vous obtenez un nombre fini d'abord, comme tu le dis, mais en plus qui est moindre que le epsilon que vous êtes donné à l'avance. Sur le gâteau, ça serait pas l'epsilon. Oui, mais ici, ton gâteau, il n'est pas négligeable. Alors, Juste, ça correspond à quoi la longueur d'un intervalle? ben, c'est la différence entre ces extrémités. C'est écrit là, c'est Bn moins. Alors, si tu prends l'intervalle moins 1, 3, sa longueur c'est 3, moins 1, c'est 4. Oui. Alors, donc prouvons ce machin. Employé pour effacer, il faut Ouais, ça va. y aller. Hein. Bon. Alors, démonstration. Alors, votre ensemble P, il est dénombrable. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est dénombrable? Ça veut dire que vous pouvez donner un dossard, une étiquette entière à chacun des éléments de votre ensemble. Donc, ça veut dire que finalement, votre ensemble P, vous pouvez l'écrire comme un certain ensemble des éléments d'une suite. Parce que quand vous avez une suite, c'est quoi? C'est justement des éléments qui sont étiquetés par des entiers. C'est la définition. Donc, c'est un certain ensemble de gens que je note x indice n et qui sont étiquetés par les entiers naturels. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour IN? Donc, je me donne mon epsilon positif et je vais poser IN égale, ben, je vais prendre un intervalle qui est centré en xn, n des 5, donc quelque part vous avez xn. Donc je vais me donner un intervalle autour de xn. Alors évidemment, je ne vais pas le prendre de grande longueur. Hein. Je vais le prendre de longueur quoi? Xn moins epsilon sur 2 puissance n plus 2, xn plus epsilon sur 2 puissance n plus 2. Voilà. Prenons cet intervalle, donc c'est un petit. C'est un intervalle dont le centre est xn et qui a un rayon, l'écart de chaque côté de xn, c'est combien? C'est epsilon sur 2 puissance n plus 2. Vous êtes d'accord que par définition même, chaque élément de P, chaque xn, il habite dans un certain IN, puisque c'est le centre de IN. Donc, les IN, la suite de ces intervalles, recouvre bien la partie P. Et là, je vais calculer la longueur. Donc, les IN recouvrent bien P. Et donc, si je calcule la longueur des IN et que je fais la somme de 0 à l'infini. Alors, c'est quoi la longueur de IN? Bah, c'est epsilon sur n plus 2 fois 2. Parce que le diamètre, c'est le double du rayon. Hein. Donc, c'est la somme des epsilon sur 2 puissance n plus 1. Vous êtes d'accord? Bon, le epsilon qui est là, je peux le sortir. Donc, c'est epsilon fois ça. Et ce qui est écrit ici, c'est quoi? Ben, c'est mon gâteau, là. Puisque ça, si vous démarrez à n égale 0, ça vous fait 1 demi, n égale 1, 1 quart. Ouais, ça, c'est 1 demi, plus 1 quart, plus 1 huitième, etc. Donc tout ça, ça vaut 1. Donc ça vaut epsilon. Donc, j'ai bien réussi à recouvrir ma partie P.
par une réunion d'intervalles dont la somme est exactement epsilon, donc en particulier est inférieure ou égale à epsilon. Donc ça veut dire que, alors même si je ne sais pas définir la longueur de l'ensemble des rationnels, par exemple, parce que c'est un truc qui est compliqué, ou de l'ensemble des irrationnels, ça veut dire que, moralement, si je pouvais définir une longueur proprement des rationnels, eh ben, elle serait nulle, parce qu'elle serait, si elle a les bonnes propriétés d'une longueur, elle serait finalement plus petite que n'importe quel epsilon donné à l'avance, donc elle serait nulle. Alors les gens qui ont vraiment formalisé ça, là, au début du XXe siècle, s'appelait au moins deux, Henri Lebesgue et Émile Borel, ils ont fait ce qu'on appelle une théorie de la mesure, qui donne un sens à la notion de longueur, en particulier des rationnels ou des irrationnels. Et alors avec cette généralisation de la notion de longueur, bah, ils ont montré vraiment que les rationnels étaient de longueur nulle et les irrationnels étaient de longueur infinie dans l'ensemble de la droite réelle. Donc ils ne jouent pas du tout ils n'ont pas le même rapport de force quant à la longueur non plus. En termes, si vous voulez, en termes probabilistes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons que vous prenez juste l'intervalle 0,1. Vous prenez juste un continent de votre planète, c'est juste l'intervalle 0,1. Donc là-dedans, il y a des rationnels et des irrationnels. D'accord? Quelle est la longueur de l'intervalle? Ici, 0,1. Voilà. Supposons que vous voyez ça comme une urne. C'est une urne, vous avez une infinité de points dedans, certains sont rationnels, certains sont irrationnels. Vous chipez un point au hasard. Vous le piquez. Quelle est la probabilité, parce que vous venez de faire des probabilités, quelle est la probabilité qu'il soit rationnel d'après vous? Mon urne, c'est mon intervalle 0,1. Dedans, il y a une infinité de boules. Certaines sont rationnelles, certaines sont irrationnelles. Je chipe une boule. Comment? Pour qu'il soit rationnel? Oui, si tu veux. Mais je ne vois pas pourquoi tu dis l'infini, mais en fait, c'est 0. Puisque, moralement, si vous voulez, si vous prenez la longueur de ce que représentent les ratios, imaginons que vous disiez quelle est la probabilité que je tire un entier qui soit entre 0 et 1,5. Vous diriez quoi? Bah, ce serait 1,5, oui, parce que la longueur de l'événement f inférieur à 1,5, ça serait, vous faites un rapport de longueur, vous faites quelque chose du style nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Bon, donc si vous voulez tirer un réel qui est entre 0 et 1,5, bah, vous avez une chance sur 2 que ça soit réalisé. Mais si vous voulez tirer une boule qui correspond à un nombre rationnel, bah, vous regardez en fait la longueur des boules rationnelles sur la longueur totale de votre intervalle. La longueur totale de votre intervalle, c'est 1. La longueur des boules rationnelles, c'est 0. C'est ce que l'on vient plus ou moins d'expliquer. Donc vous auriez une probabilité nulle de tirer un rationnel, alors que vous avez une probabilité égale à 1 de tirer un irrationnel. Voilà. Donc tout ça pour dire que les rationnels et les irrationnels, eh bien, ils ne font pas du tout jeu égal. Les irrationnels sont beaucoup plus nombreux. Pourtant, malgré ce que tu as dit tout à l'heure, tu as donné une façon un peu automatique de citer des nombres irrationnels, toutes les racines de P par exemple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, racines de P ou les racines de n non carré parfait, on ne sort pas de grosso modo d'un étiquetage par les entiers. Et donc on ne prend pas conscience avec cette liste d'irrationnels qu'il y en a tant que ça. Donc comment essayer de citer des irrationnels où on prendrait conscience qu'il y en a beaucoup plus que les nombres entiers? Est-ce que vous pourriez vous m'avez cité pi. Bon, pi, ok, mais pi, c'est pi, quoi. Il y en a qu'un, comme ça.
Donc moi ce que j'aimerais c'est trouver un moyen, une espèce de moyen automatique de dire ben, les irrationnels puisqu'ils sont si nombreux que ça, ben, ça veut dire que ça va vouloir dire que je peux en citer un veux-tu en voilà. Or pour l'instant, je ne sais pas si vous avez d'autres idées, à part citer les racines de n et pi, je ne sais pas trop faire. Un nombre réel et on soustrait racine carrée de 2. Ça a donné un chiffre rationnel. Bah, imagine que tu es pris racine de 2 au début, tu soustrais racine de 2, ça va te faire 0, et 0 il est pas irrationnel. C'est le seul cas. Ah, c'est le seul cas, non, parce que tu peux prendre n'importe quel rationnel plus racine de 2, tu soustrais racine de 2, ça va te faire un rationnel. Ouais. Non, mais c'est des bonnes idées, mais... oh, oui. Pi plus n avec n entier. Alors, mais pareil, pi plus n, oui, bonne idée. Et c'est un peu la même idée que ton camarade. Pi plus n avec n entier, effectivement, vous propagez en fait l'irrationalité de pi, parce que quand vous le décalez de n, vous obtenez un irrationnel. Mais cette famille elle est dénombrable aussi, parce qu'elle est étiquetée par n. Donc tant que vous fabriquez que des quantités dénombrables, vous n'en fabriquez pas beaucoup, parce que j'espère vous avoir convaincu que le dénombrable, c'est peu par rapport au tout. Alors, donc, pour avoir un outil, oui. Est-ce qu'on peut dire que dès qu'on prend un nombre rationnel, il est encadré de deux nombres irrationnels? Oui, ça c'est vrai. Ça c'est la densité. On a vu les irrationnels, les rationnels et les irrationnels, ils sont enchevêtrés entre deux nombres réels quelconques. Il y a une infinité de rationnels et d'irrationnels. Donc chaque rationnel, il est cerné par des irrationnels et par des rationnels, et inversement. Ça oui. Mais donc ce que j'aimerais, c'est disposer d'un moyen pratique pour essayer de citer à l'envie des nombres irrationnels. Alors, pour ça, je vous propose donc, de changer un peu de sujet et de voir comment on peut représenter les nombres réels. Alors, il y a plusieurs façons de représenter les nombres réels. Alors, il y en a une au moins que vous connaissez. Comment vous avez accès aux nombres réels? Comment vous les désignez, les représenter en utilisant quoi? Oui, les nombres on dit les nombres à virgule, c'est-à-dire une représentation décimale de vos nombres réels. Donc, alors, représentation des réels. Alors, représentation décimale. Donc, ça va être un truc de la forme, x, il va s'écrire A0, ça c'est ce qu'on appelle la partie entière, ça ce sera un nombre entier relatif, et puis après vous avez des décimales à 1, à 2, à 3, à 4, etc. Oui, par exemple, un tiers, c'est 0,3, 3, 3, etc. Avec le 3, ça suffit indéfiniment. 2 cinquièmes, c'est 0,4, puis ça s'arrête. Pi, c'est 3,14, 159, etc. Puis après, je ne sais pas. Voilà. Représentation décimale. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des représentations décimales des réels? Eh bien, si les nombres, déjà, est-ce qu'il y a une seule représentation décimale? Comment? Ah non, ça c'est pas pareil. Si je dis qu'il y a un tiers mais 2 sixièmes, sa représentation décimale c'est la même. Un tiers et 2 sixièmes, en fait, représentent le même nombre. C'est deux écritures sous forme de fraction du même rationnel, mais ils sont des nombres décimales, c'est 0, 3, 3, 3, 3, 3. Non, en fait, il y a un problème avec les nombres décimaux, comme 2 cinquièmes par exemple. Les nombres décimaux, ils ont deux représentations décimales. Alors vous devez connaître cette fameuse égalité. Vous connaissez ça? Voilà. Donc ça, vous pouvez dire non, non, mais ça, je suis pas d'accord. C'est pas vrai, celui de droite est strictement plus petit que celui de gauche. Donc vous connaissez, vous êtes convaincu que c'est vrai ça? Ou pas?
y a plusieurs façons de le... Je n'ai pas convaincu, très bien. Alors, première façon de le prouver. Je pose x égale 0, 9, 9, 9, etc. Quand je souligne, ça veut dire que ça se répète indéfiniment. Hein. Alors, première façon, qui cache un peu, qui cache des choses profondes, mais je le fais quand même, je multiplie par 10. Alors, ça peut en obtenir combien? D'accord. Donc, ça veut dire que si je fais 10x, ça vaut quoi? Ben, ça vaut 9 plus x. T'es d'accord? Bon, j'ai une équation en x. Je fais passer le x à gauche. Donc j'obtiens 9x égale 9. Donc x égale 1. Bon, une façon de s'en convaincre. Une façon que je préfère, qui est plutôt, qui fait mieux comprendre ce qu'est la représentation décimale, ça veut dire quoi en fait cette écriture? Là, ça tend vers un. Non, ça tend pas, parce que ça, quand tu l'écris avec des pointillés à l'infini comme ça veut dire que c'est actuellement la limite. Si tu t'arrêtes à n'importe, si tu mets 100 milliards de 9 et que tu t'arrêtes, c'est pas égal à 1, bien sûr. Et la suite tend vers 1. Mais là, cette notation ici, elle désigne la limite de la suite. Donc, la limite, c'est justement ce qu'on va voir ici. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, c'est la définition même de la notation décimale, ça veut dire que j'ai ce nombre, il a 9 dixièmes. Oui, plus 9 centièmes, plus 9 millièmes, plus, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, vous pouvez mettre 9 dixièmes en facteur de 1, plus 1 dixième, plus 1 dixième au carré, plus, etc. Là, vous tombez à nouveau sur mon gâteau, à part que vous n'avez pas fait des parts de 2, vous avez fait des parts de 10. Donc ça, c'est la somme infinie des termes d'une suite géométrique. Autrement dit, c'est la limite. Ça, c'est 9 dixièmes fois la limite, quand n tend vers plus infini, de 1, plus 1 dixième, plus, là, vous arrêtez à 10 puissance 5. Vous prenez la limite. Ça, c'est la somme infinie qui est définie comme la limite lorsqu'elle existe. Ça, vous savez le calculer. C'est la somme des termes de la suite géométrique. Le premier terme 1 est de raison 1 dixième, donc ça vaut donc ça vaut 9 dixièmes fois la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins. Alors, quand vous faites 1 plus q plus etc. plus q puissance n, ça vaut 1 moins q puissance n plus 1 divisé par 1 moins q. Donc ici, ça fait 1 moins 1 dixième à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins 1 dixième. Ça, c'est la formule que vous avez vue sur les suites géométriques. Alors, lorsque vous faites tendre n vers l'infini, qu'est-ce qui se passe? 1 dixième à la puissance n plus 1, comme 1 dixième est compris entre 0 et 1 strictement, ça tend vers 0. Donc ça tend vers 0. Et donc, à la limite, vous obtenez 1 sur 1 moins 1 dixième. 1 moins 1 dixième, c'est 9 dixièmes. Donc, vous avez 9 dixièmes fois 1 sur 9 dixièmes. C'est bien égal à 1. Donc, on retrouve le résultat qui est ici. Voilà. Alors, tout ça pour dire qu'il n'y a pas que cette formule bizarre. C'est que dès lors que vous avez un nombre décimal, prenons celui que j'ai écrit ici, 0,4, vous pouvez l'écrire d'une autre façon, à savoir, vous diminuez d'une unité le dernier chiffre non nul, et après, au lieu de mettre que des zéros, vous mettez que des 9. Ça, cette écriture-là, est vraie.
Donc tous les décimaux, ils ont deux écritures décimales. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écriture propre. Et celle-là, c'est l'impropre. Et est-ce que ça veut dire que le 0,39999 il est égal à 0,3999 et après un 8 juste avant? Ah non, 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 parce que là, les 9, ils vont à l'infini. C'est juste, il n'y a que les décimaux. Les décimaux, donc ça veut dire que leur représentation naturelle, c'est de l'écrire A0, virgule, A1, A2, A3, et puis à un moment donné, je vais avoir que des zéros. Ben, le dernier A qui est non nul, tu le diminues d'une unité, et tu remplaces que par des 9. Il n'y a que pour les décimaux qu'il y aura ce phénomène. Pour tous les autres nombres, rationnels ou irrationnels, on ne pourrait pas avoir ce genre de phénomène. Donc dans les réels, les décimaux ont deux écritures décimales, une propre et une impropre, et tous les autres n'en ont qu'une. Bon, ça c'était juste une petite mise au point. Ouais. L'écriture en propre, elle sert à quoi exactement? Ah, elle sert, on va dire, elle sert à rien, mais elle est là. Je veux dire, on peut l'utiliser dans quel contexte? Non, on n'utilise pas. En général, on n'utilise que l'écriture propre. Il faut être conscient que, en fait, les décimaux, ben, c'est comme ça, la nature est ainsi faite. Ils ont deux représentations. Il n'y a pas d'unicité pour les décimaux. C'est pas un truc qui a été introduit pour compliquer les choses. C'est que c'est comme ça. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous savez sur les représentations décimales d'un réel? Par exemple, si je prends la représentation décimale d'un rationnel, est-ce qu'elle a des propriétés intéressantes? Je vous laisse réfléchir. Enfin, réfléchir. Essayez de mobiliser ce que vous avez appris. Je ne sais pas si vous le savez, hein, ça, c'est... Je les nomme sous forme d'un théorème, quand même. Donc, si vous prenez un x, un réel x, donc x, il sera rationnel. Si et seulement si, qu'est-ce qu'on peut dire sur son écriture décimale? Elle est périodique. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un même groupe de chiffres qui va se répéter indéfiniment. Vous voyez, dans pi, par exemple, c'est pas le cas, parce que pi c'est un irrationnel, comme on l'a dit. C'est chaotique, la suite des décimales. En revanche, bon, prenons un tiers, c'est un cas un peu trivial. Vous voyez, c'est 3, 3, 3, 3, 3, indéfiniment. Mais même, vous pouvez avoir une période qui est plus longue, on va faire un exemple par exemple, mais au bout d'un moment, ça va recommencer, indéfiniment. Donc ça, c'est une caractérisation par l'écriture décimale des irrationnels. Donc si et seulement si, sa représentation, son écriture décimale est périodique. Et ça, on a dû vous le dire en seconde quand vous avez fait les ensembles de nombres. Non? Si, on vous l'a dit. Hein. Soyez-en sûrs. Alors, je ne vais pas vous le démontrer de manière formelle, générale, parce que ça va être lourd. On va le faire sur un exemple et comprendre pourquoi ça marche. Parce qu'en plus, c'est très simple. Hein. C'est très simple. Et surtout, ça va servir au but que je me suis assigné, à savoir avoir un moyen pour citer des irrationnels jusqu'à demain matin. Et en quantité beaucoup plus grande que les entiers. Alors, démonstration, entre guillemets, sur un exemple. Donc évidemment, ça c'est une contradiction dans les termes, on ne démontre pas un truc sur un exemple, hein, mais c'est juste, je fais passer l'idée, parce qu'après, il faut introduire plein de lettres, ça va alourdir, et si vous comprenez l'idée, prenons un exemple, mettons 3 septièmes. 3 septièmes. Je veux écrire son écriture décimale. Comment vous faites? Ça, c'est vous l'avez appris au CM2, a priori. Oui, non. On fait division. En 3, combien de fois 7? 0. 0 fois. Et après, qu'est-ce que vous faites? Donc vous rajoutez un 0.
et vous mettez la virgule. Donc vous allez faire des multiplications par 10. Bon, à chaque fois que vous voulez avoir une décimale de plus, vous multipliez le reste de la division par 10. Et vous continuez jusqu'à plus soif. Alors en 30, combien de fois 7? 4 fois. Il reste 2. Hop, vous mettez un 0 pour avoir la décimale d'après. En 20, combien de fois 7? 2 fois. Il reste 6. Et je mets un 0. En 60, combien de fois 7? 8. 8 fois 7, 56. Il reste 4. Et je mets un 0. En 40, combien de fois 7? 5. Il reste 5. En 50, combien de fois 7? 7. Il reste 1. En 10, combien de fois 7? 1. Il reste 3. Ah. Ça se répète. Et pourquoi ça se répète? C'est quoi l'argument qui fait que ça se répète? Donc ça veut dire que le groupe est ici, il va se répéter indéfiniment. Là, c'est pas la peine que je poursuive la division en réfléchissant. Maintenant, je peux écrire que c'est 428, 571, etc. ad aeternam. Mais pourquoi il y a ce phénomène? C'est que les restes, quand vous faites des divisions euclidiennes, division avec reste, la condition sur le reste, c'est qu'il doit être strictement plus petit que le diviseur. Donc votre reste, il vaut soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Vous avez 7 possibilités. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, donc vous avez, on appelle ça savamment le principe des tiroirs de Dirichlet. Vous avez 7 tiroirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous voulez ranger plus que, dès lors que vous avez fait au moins 8 divisions. Fatalement, il y a un reste qui va retomber dans le même tiroir que précédemment. Pourquoi principe des tiroirs? Parce que imaginons que vous avez une commode avec ici sur mon exemple 7 tiroirs, vous voulez ranger 8 t-shirts dans votre commode, fatalement, il y a un tiroir, au moins, qui va contenir au moins 2 t-shirts. C'est pas possible que chacun contienne un t-shirt. Il y a trop de t-shirts par rapport au tiroir. Là, c'est pareil. Vous devez distribuer les restes finalement entre 7 valeurs, au bout d'un moment, ça va boucler. Et donc, votre développement, il est périodique. Inversement, donc ça, c'est le sens. Si je suis rationnel, alors je suis périodique. Maintenant, dans l'autre sens, faisons-le sur un exemple aussi. Dans l'autre sens. Donc, prenons un exemple. Par exemple, je fais 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, la période, c'est 1, 2, 3. Si vous avez ce x-là, comment vous le reconstituez sous forme de fraction? Donc, je l'appelle x. Donc ça veut dire quoi? Des trucs comme ça. Alors, on pourrait dire que c'est 1 dixième, plus 2 centièmes, plus 3 millièmes, plus 1 10 millième, etc. Donc, je vais un peu regrouper les choses. Je vais dire que c'est 123 millièmes. D'accord? Plus 123 millionièmes. Plus, etc. Donc en fait, c'est quoi? C'est 123. 1 sur 10 puissance 3, plus 1 sur 10 puissance 6, plus, etc. Bon, on peut mettre le 1 millième en facteur. Donc on va avoir 123 sur 1000. Fois quoi? Pareil, c'est la somme 1 plus 1 sur 10 puissance 3, plus 1 sur 10 puissance 6, plus, etc. Et donc ça vaut 123 millièmes. C'est toujours la même formule là, qui est à l'œuvre. C'est pour ça que tout l'exposé, ça tourne tout autour des séries géométriques. Ça vous fait donc 1 sur 1 moins 1 sur 1000. Voilà, donc ça, c'est le 1000 qui remonte, c'est simplifié avec celui-là, et donc ça vous fait 123 divisé par 999. Bon, vous pouvez simplifier parce que là, ça c'est divisé par 3 en haut, donc ça fait 41, c'est ça? 41 divisé par 330. Voilà, ça c'est l'écriture irréductible de votre ratio.
Donc si je suis rationnel, fatalement, de manière équivalente, ma représentation décimale est périodique. La périodicité correspond à la rationalité. Bon, bah donc, évidemment, de ça vous déduisez un corollaire évident, c'est que si l'écriture n'est pas périodique, votre réel, il n'est pas rationnel. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ça se trouve, genre, la période, elle est très très grande. Ah, ben elle peut être très très grande, mais elle peut être immense, oui. Comment on sait si c'est pas périodique, si la période, elle est Non, mais si une période, ça veut dire qu'elle est finie. Oui, si la période, elle est immense. Ouais, tu peux avoir des périodes immenses, oui. Avoir des périodes immenses. Ah, tu prends le nombre tu prends un nombre à 100 milliards de chiffres, par exemple. Et tu décides que c'est la période de temps réel. Donc tu mets 0, tu écris tes 100 milliards de chiffres que tu as choisis, et puis tu les répètes indéfiniment. Bah, tu as un rationnel, on en est sûr. Et la période, elle sera de longueur 100 milliards. Mais tu as pris 100 milliards parce que tu étais timide. Tu prends 10 puissance 100 milliards de milliards de milliards. Tu les choisis patiemment, ça occupe. Tu les écris, tu les répètes. Voilà. Donc la période, elle peut être arbitrairement grande, mais elle est quand même finie. Mais comment on sait que la période est finie? Parce que peut-être que la répétition est dans la période. Je ne suis pas sûr de comprendre. Est-ce qu'il peut y avoir une répétition d'une période? Bien, la période, ça veut dire que, tu vois, comme ici, sur mon exemple, je suis retombé sur 3, ça veut dire que tout ce que j'ai écrit ici va se répéter indéfiniment. Là, j'ai plus de surprise, je sais exactement ce qui va arriver. Il va arriver 2, 6, 4, 5, 1, 3, 2, 6, 4, 5, 1, 3. Donc, et ces divisions que j'ai effectuées là, je vais les effectuer indéfiniment et elles vont me donner à chaque fois ces chiffres-là. Donc je vais tomber invariablement sur 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Et il n'y aura jamais de surprise. Il n'y a pas d'un coup un 9 qui va débarquer. D'accord? Du coup, c'est-à-dire qu'on ne saura jamais si c'est une période jusqu'à ce qu'on ait fini cette période. Oui, bah, effectivement. Là, j'ai pris 3 septièmes. Si vous prenez un immense nombre divisé par un immense nombre avec la période elle est immense, il va peut-être falloir faire des milliards de divisions avant de boucler. Mais c'est pour ça que là, c'est une démonstration entre guillemets sur un exemple. Si vous voulez le faire de manière générale, il faut faire une démonstration avec des lettres, une démonstration formelle qui va vous montrer que quel que soit en fait le quotient que vous allez prendre, ça va boucler. Effectivement, sur un exemple pratique, sur une vraie fraction dont vous voudriez avoir le développement décimal, peut-être qu'il va falloir faire énormément de divisions. En fait, il est gouverné par le dénominateur, le nombre de... Tu vois bien. Ici, je savais que ça ne pouvait pas excéder 7. Mais si j'avais fait 192 divisé par 1 328 547, par exemple, bah, avec un dénominateur comme ça, je peux m'attendre que peut-être, si j'ai pas de chance, il va falloir que je fasse énormément de divisions. Mais je sais, même si en pratique, je ne vais pas y arriver parce que je vais mort avant, je sais que ça va à un moment donné boucler. Alors oui, donc on va exploiter ça pour ce que je veux faire. Est-ce que vous pouvez... Donc si vous êtes capable de me donner un nombre réel par son développement décimal et être convaincu que le développement décimal n'est pas périodique, vous aurez fabriqué un irrationnel. Vous êtes d'accord? Alors, est-ce que vous avez des idées pour faire ça? Ben, je passe. Donc, ouais, on va prendre une partie entière nulle à chaque fois. On va pas se fatiguer à mettre des 15. Donc je mets 0, alors donnez-moi un développement décimal derrière, là. Donc une suite de décimales, celle que vous voulez, mais de manière à ce que qu'on soit certain qu'il ne sera pas périodique. Comme ça, je suis sûr que j'aurai un irrationnel après ce résultat. Et je serai content.
faut donner des chiffres au hasard. Ouais, ben, un hasard raisonné, puisque si tu les mets au hasard, enfin, quelque chose d'un peu automatique, pour que d'abord je me. Parce que si tu me dis 1, 8, etc., mais je vais te dire, mais c'est quoi le nombre suivant? Il faut quand même qu'il y ait un truc automatique, un peu mécanique, pour que je puisse saisir intellectuellement ce qu'est ton nombre, et en même temps que je sois convaincu qu'il n'y a pas de période. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Ah, je veux dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça? 16, après on est 10, 7, 8, c'est ça? 9. Après? Non, après c'est Ah, c'est intéressant, mais tu tombes sur un nom célèbre, un VIP, je n'ai pas encore parlé de VIP. 1, 0, remonter 1, 0, 2, 10, 3. Ouais. 11, 12, Ah, ouais, bon, voilà, pareil. Celui-là, ben, ça, c'est un VIP. On peut l'appeler C. Ça s'appelle le nombre. Bon, je ne pensais pas du tout à ça, mais puisque vous en parlez. De Champère. Non. Alors celui-là, il est irrationnel, c'est clair. Parce que là, la manière dont vous le construisez, vous avez compris que vous mettez tous les nombres écrits en base 10 à la queue leu. Bon, ben, ça ne sera pas rationnel, puisque ça ne sera clairement pas périodique. Alors ce nombre, il a des tas de propriétés, mais ça je ne vous en parlerai pas, parce que je n'aurai pas le temps. On appelle ça un nombre univers. Nombre univers. C'est-à-dire qu'il contient toutes les séquences de chiffres que vous pouvez imaginer. Si vous donnez une séquence de chiffres quelconque, elle est forcément, vous pouvez la voir quelque part dans le développement décimal. Ça s'appelle un nombre univers. Et en réalité, presque tous les nombres réels sont univers. Presque au sens, comme je dis, presque tous les nombres réels sont irrationnels. C'est-à-dire que ceux qui ne le sont pas, ça compte pour rien. Leur mesure, quoi, leur longueur généralisée, elle est nulle. Bon, alors je ne pensais pas du tout à ça. Parce que là, vous m'avez, c'est très bien, hein, super idée, mais je n'en ai qu'un. Moi, je veux en avoir une flopée. Hein. Je veux pouvoir en citer jusqu'à la fin des temps. Alors, est-ce que j'ai un moyen un peu algorithmique d'en citer jusqu'à la fin des temps? Alors, rien qu'avec des 0 et des 1, je ne vais pas se compliquer la tête. on met 1, 0, 2, 0, 1. Parfait, voilà. Super. Donc vous prenez 0, 1, 0, 1, 0, 0, c'est ça? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Vous avez compris comment ça se fait? Bon, ça ne peut pas être périodique, donc ce nombre, il est rationnel. Il est rationnel. Alors vous allez me dire, oui, mais bah, ça n'est qu'un parmi d'autres. Est-ce que vous pouvez en imaginer d'autres? Pour en avoir, moi je veux prendre vraiment conscience qu'il y en a, parce que les irrationnels, grosso modo, on a dit que, vu que les rationnels qui comptent pour du beurre, il y a autant d'irrationnels que de nombres réels tout court. Donc est-ce que vous avez un moyen un petit peu automatique pour qu'à chaque réel, vous lui fassiez correspondre par un truc de ce style un irrationnel? 1, non, n, 0, n plus 1. Donc tu mets n. Non, 0,1, non, n, 0,n, 0. Ah ouais, mais n, c'est qui n? Attention, parce que le n, il ne peut pas excéder, si on travaille en base 10, donc il ne peut pas excéder 9. Hein. C'est un nombre entier compris entre l'intervalle 0,9. T'as un 0,9, ouais. D'accord. Donc tu vas faire, oui, parce que là, évidemment, on a choisi un, on aurait pu choisir 2, 3, 4, 5, oui, d'accord. Donc t'en as, ok. Ça en fait d'autres. Est-ce que ça marche si on fait, par exemple, le deuxième, on commence à 0,100, 1000, le troisième 0,100, 1000, 10 000, à chaque fois on enlève Alors, attends, je peux avoir compris, tu dis 0, 100, 100, comme ça. ouais, 1000. Oui, bah c'est à peu près la même idée. Hein. Oui, oui, donc ça en fait. Oui, oui. Vous voulez mettre 1, 1, on en met 2. Oui, voilà, on peut en mettre 2, oui, tout à fait. Donc vous voyez que vous avez plein de... Effectivement, on pourrait dire ici, je mets
1, 0, 2, 1, 2, 0, 3, 1, 3, 0. Puis vous pouvez faire varier. Donc on voit qu'on peut en fabriquer plein. Alors je vais être quand même un peu plus précis que ça. Juste Robert, il te reste combien de temps? Il est 9h54. C'est toi qui dis. Parce que ce serait bien de prévoir 10-15 minutes de questions. Bon, d'accord. Donc je conclus là-dessus. Parce que en fait, là j'arrive à la. Ok. J'aurais pas parlé de VIP du coup, mais bon. Ah mince. Bon, c'est pas grave. Enfin, si, on est tombé par hasard sur le nombre constant de Champernau. Mais bon. Non, juste à la conclusion. Vous savez que les nombres, vous pouvez les représenter en base 10. Ça, c'est le truc naturel que vous avez appris quand vous étiez petit, et moi aussi. Mais on peut les représenter dans une autre base. Base 2, par exemple. Ça, c'est utile pour les informaticiens. Prenons un nombre, justement, 0. Alors, je vais noter epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Donc, les epsilon i, c'est égal à 0 ou 1. Bah, tous les nombres réels, si vous prenez n'importe quel y réel, appartenant ici à 0,1, on va dire, bah, vous allez pouvoir l'écrire sous la forme d'une suite de 0 et de 1, c'est-à-dire les bits. D'accord? Représentation binaire d'un réel dans 0,1. Vous en prenez un quelconque de ces réels. Donc, c'est-à-dire que vous voulez donner une suite à l'avance de 0 et de 1. Tout ce que je demande, c'est que les epsilon i ne soient jamais tout le temps nuls à partir d'un certain rang. C'est-à-dire que vous voulez qu'il y ait toujours des 1 à l'infini. Qu'est-ce que vous faites? Ben, à y, vous lui faites correspondre x égale et vous faites ce process. Vous dites, ben, je mets epsilon 1, pardon, 0, virgule epsilon 1, je mets un 0, je mets epsilon 2, et puis je mets 2 0, puis je mets epsilon 3, puis je mets 3 0, etc. À chaque nombre réel que vous avez sous forme binaire comme ça, vous lui associez un nombre par ce processus automatique. C'est plus ou moins ce qu'on a fait sur les exemples que vous m'avez cités. Par que là, je le mets de manière un peu mécanique. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce nombre-là, il n'est pas rationnel, pour les mêmes raisons. Et vous voyez qu'à chaque fois que vous avez un réel, vous pouvez lui fabriquer un irrationnel qui lui correspond. Donc vous avez une méthode vraiment énorme pour fabriquer autant d'irrationnels que vous avez de réels. Voilà, bon, je vais m'arrêter là-dessus. Donc j'aurais parlé de un quart de ce que je voulais dire. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez dire sur les VIP? Peut-être que. Bah, je voulais parler ben non, mais je voulais parler de E en particulier, petit e. Hein, parmi les nombres VIP, comme je disais, il y a petit e, l'exponentielle de 1. Je voulais montrer qu'il était irrationnel, par exemple. Ça se fait. Autant pi est irrationnel, c'est trop difficile. En particulier, bon, soit il y a des démonstrations avec des intégrales, vous n'avez pas encore appris, je crois, les intégrales. Non, c'est. Mais petit e, ça se fait, c'est à niveau des suites. Hein. Voilà, mais après je voulais parler d'autres populations, parce que là finalement je me suis centré sur rationnel, irrationnel. Mais dans les irrationnels, vous pouvez encore les couper en les gens qui sont, on dit algébriques, c'est-à-dire qui sont racines d'une équation à coefficient entier. Ceux qui sont pas algébriques, donc qui sont transcendants. Il y a ceux qui sont constructibles à la règle compas. Enfin bon, bref, il y a plein. Là on a exploré 2 continents de la planète R. De continents qui sont pas séparés, hein. Il n'y a pas les rationnels d'un côté et les irrationnels de l'autre, vous avez compris qu'ils sont hyper enchevêtrés. Un continent qui occupe la majeure partie de la planète, en termes de taille, l'autre qui occupe 3 fois rien. Finalement, la règle, si vous pensez à la règle des gradués par les Grecs au départ, parce qu'ils ne pensaient pas qu'il y avait des irrationnels avant Pythagore, eh ben, ça veut dire que votre règle, c'est de la dent. Elle ne représente rien, c'est de la poussière. Elle ne tiendrait pas comme ça. Il y aurait plein de trous, elle serait mitée, quoi. Comme vous prenez les mites, vous en mangez votre pull vert, voilà, elle tomberait en poussière. Et la poussière, en plus, elle ne représente rien. C'est-à-dire que vous avez rien. Donc c'est en gros l'idée que je voulais vous faire passer. Pour eux, il est irrationnel, je crois que je l'ai prévu en devoir maison. Bon, voilà. Non, mais il y a plein d'autres choses. Je voulais parler aussi de représentation sous forme de fraction continue, et donc... voilà, moi j'avais prévu un peu trop. Mais il y aurait de quoi faire au moins 4 exposés là. Mais t'as des notes que éventuellement tu peux nous faire parvenir. Tout à fait, ouais. Voilà, donc, s'il vous plaît.
Donc du coup, bon, Robert a préparé plein de notes, etc. par rapport à l'exposé aujourd'hui, donc il n'a pas eu le temps de tout faire, mais donc il m'enverra les notes et je vous les relirai et vous pourrez jeter un œil sur les choses qui n'ont pas été abordées. De toute façon, là vraiment, l'idée fait récurrente de tout le truc. Bon, il y a une file directeur, c'est ce que j'ai raconté, mais en termes d'outils mathématiques, par rapport à votre programme, c'est la notion de suite géométrique. Suite géométrique partout. Donc c'est ça le... Si vous voulez essayer d'en tirer un sujet de grand oral, l'outil mathématique sous-jacent, ce sera les suites géométriques. Je propose qu'on applaudisse. Du coup, je propose qu'on passe à la phase de questions. Donc, soit vous avez des questions spécifiques sur l'exposé, soit vous avez des questions sur qu'est-ce que c'est que d'être maître de conférence en mathématiques, comment ça fonctionne la recherche en maths, comment on fait des mathématiques dans le supérieur, tout ce type de questions. Juste avant que vous posiez des questions, moi, je voulais vous dire que je vous félicite parce que vous avez été très coopératif et très actif, voilà, et vous avez participé, vous avez eu plein d'idées, donc c'est très bien. Alors voilà, je vous écoute. Ça correspond à quoi le métier de chercheur concrètement? Alors moi je ne suis pas chercheur, donc il y a les chercheurs purs, ils font que de la recherche, donc là ils sont dans des instituts de recherche comme le CNRS, typiquement. Il y a des instituts plus appliqués comme l'INRIA, ou bien ils peuvent être aussi dans le domaine privé. Donc eux, ce sont des chercheurs à 100%. Quand on est à l'université, en général, on est enseignant-chercheur. Enseignant-chercheur, c'est-à-dire qu'on partage notre temps entre moitié recherche, moitié enseignement. Donc on a un service d'enseignement à faire, on enseigne aux étudiants de licence, de master. On a un service qui est moindre par rapport à un enseignant du secondaire. Et allez, on va dire 2 fois moindre, mais en fait en réalité un peu plus que 2 fois moindre, pour justement nous libérer du temps pour la recherche. Et du coup, c'est quoi votre recherche en ce moment? Vous cherchez quoi? Alors, alors les maths, vous savez, c'est très... ça part dans tous les sens. Au départ, les mathématiques, du temps j'évoquais les pythagoriciens, c'était essentiellement l'arithmétique, c'est-à-dire la théorie, arithmos en grec, c'est les nombres, donc la théorie des nombres et la géométrie. La mesure finalement de la Terre, donc des longueurs, des figures géométriques. Donc ça, vous connaissez ces 2 mots, hein, arithmétique, géométrie, où il y avait ajouté depuis l'algèbre. L'algèbre, c'est apparu à peu près, c'est un terme qui vient de l'arabe, parce que les mathématiciens arabes ont inventé les méthodes de résolution des équations. Typiquement, ce que j'ai fait amener tout à l'heure, j'ai dit on fait passer l'autre de l'autre côté. C'est l'histoire d'équilibre, un peu comme en chimie, là, d'équilibrer les relations donc chimiques. Là, c'est pareil, cette démarche, ça vient des mathématiciens arabes, donc au Moyen-Âge. Donc ça s'est enrichi de l'algèbre. Vous avez aussi l'analyse. Donc l'analyse, ça c'est plus récent, c'est toute la théorie justement des suites, des fonctions, de tout ce qui est basé sur, on va dire, les nombres réels, et plus tard les nombres complexes, parce qu'on parle d'analyse complexe. Bon, ça c'est les grands domaines des mathématiques. Mais après ça part... vous pouvez chercher, si vous voulez, sur Internet, vous tapez, c'est en anglais, Mathematics Subject Classification. Vous allez avoir toute l'arborescence des mathématiques. Vous allez voir, c'est comme un immense arbre, avec plein de branches, avec des sous-branches, des petits rameaux, des feuilles, etc. Donc moi, je me situe dans un domaine qui s'appelle la géométrie différentielle. Et la géométrie différentielle, pour le faire court, c'est... vous avez appris les dérivés en première, donc c'est faire la généralité. Lorsque vous avez des fonctions de plusieurs variables, vous avez une fonction, elle dépend d'une variable, vous la dérivez, si elle est dérivable. Bon, mais vous avez, mettons en physique, parfois vous avez des fonctions, elles dépendent de plusieurs paramètres, par la pression, la température, donc le résultat, il dépend de plusieurs variables, et il faut dériver par rapport à chacune de ces variables. Et donc, quand on a une
généralisation de la notion de dérivation à des fonctions pluridérivables, on fait ce qu'on appelle du calcul différentiel. Ça a été inventé à peu près au XVIIe siècle par deux ennemis jurés qui étaient Newton et Leibniz. Chacun se revendiquait la paternité de cette invention, de cette découverte. Et alors après, quand on prend des fonctions dont les variables vivent dans des mondes un peu bizarres, par exemple sur des surfaces, au lieu de vivre, mettons, vos variables, elles vivent dans des intervalles de R. Les fonctions de plusieurs variables, elles peuvent vivre dans des zones de R2, de R3. Ben, si vous prenez vos variables qui vivent dans des trucs qui ne sont pas plats, qui sont courbes, comme des surfaces ou ce qu'on appelle des variétés qui génèrent des surfaces, on fait de ce qu'on appelle la géométrie différentielle. Voilà, dans mon domaine, c'est ça. La géométrie différentielle, c'est encore une immense branche qui se subdivise en plein de micro-branches et de feuilles. Après, ça serait trop technique. Vous êtes tout seul à chercher ou vous êtes- Non, la recherche, c'est souvent collaboratif. Hein. Même si les mathématiciens, si vous prenez les publications de mathématiciens, parfois s'ils sont seuls, 2, 3, c'est rarement des travaux de gros groupes. Contrairement aux sciences expérimentales, si vous prenez une publication de biologiste, il peut y avoir 20-25 noms sur la publication. Publication de 4 pages, vous avez 25 noms. Parce que ce n'est pas les mêmes usages, ce n'est pas les mêmes sciences. Il y a une partie expérimentale qui mobilise beaucoup de techniciens, d'expérimentateurs. Après, il y a ceux qui interprètent. Bon, les mathématiciens, ils travaillent soit seuls, soit en petits groupes. Mais en général, il y a quand même toujours une discussion. Hein, plus on est quand on réfléchit à un problème à plusieurs, on est plus intelligent en général que seul. Donc il y a une collaboration. Moi, je collabore surtout avec un collègue qui est à Montpellier. Essentiellement. Donc en général, les publications, elles sont à deux. C'est quoi votre parcours scolaire? Un parcours scolaire, j'ai fait l'ancêtre de. Parce que vous êtes. Il n'y a même plus la notion de terminal S. Voilà, c'est des dinosaures. Donc moi, c'était antédinosaure, jurassique. C'est un bel terminal C. Donc c'était une terminale scientifique. Donc ça correspond à peu près à ce que vous faites, si vous faites spé maths, plus maths expert. Voilà, c'est-à-dire la totale maths de l'époque. Après, j'ai fait des classes prépa à Marseille, parce que je suis marseillais. Et ensuite, j'ai intégré une école normale supérieure, qui était à l'époque en région parisienne, mais qui maintenant c'est l'école normale supérieure de Lyon. Vous savez ce que c'est une école normale supérieure? C'est une des grandes écoles qu'on peut intégrer, donc qui est plutôt dédiée à former des enseignants et des chercheurs. Voilà, et après ça, j'ai fait une thèse, donc un doctorat, parce que ça, c'est une condition nécessaire pour avoir un poste à l'université. Et après, je passais le concours de maître de conférence. Et voilà, Est-ce que vous avez toujours voulu faire ça ou... Alors, toujours, ça dépend. Quand j'étais quand j'étais collégien, disons, on va dire, parce que bon, quand j'étais à l'école primaire, je ne sais plus trop ce que je voulais faire. Et à partir du collège, je voulais être. À l'époque, je voulais être savant. Avec des gros guillemets, c'est-à-dire ce qui me faisait rêver, c'était. À l'époque, on ne faisait pas de physique au collège. Donc, mais j'étais tombé, je ne sais pas pourquoi, sur des ouvrages de vulgarisation de physique. Et ce qui me faisait rêver, c'était des gens comme Einstein. Voilà. Donc, je lisais des trucs, je suppose, sans trop les comprendre, sur la relativité, sur l'astrophysique. Hein. Et je me disais, ah ouais, j'aimerais bien être comme Einstein. Donc, ce qui m'attirait, c'était surtout la physique et l'astrophysique. Et puis après, quand je suis arrivé justement en post-bac, donc je faisais des maths et la physique, et je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise en maths qu'en physique. Donc c'est un peu ça qui a déterminé. Et puis j'ai pris de plus en plus goût pour les maths. Voilà, et donc c'est ce qui a déterminé un peu le... Et donc, et je me suis rendu compte aussi, parce que quand j'étais collégien, j'avais aucune idée qu'on pouvait faire de la recherche en maths. Très peu de gens imaginent qu'on fait de la recherche en maths, parce que souvent on pense que les maths c'est un truc qui est clos depuis des centaines d'années, il n'y a plus rien à faire. Tout le monde imagine qu'on fait de la recherche en médecine, en chimie, en tout ce que vous voulez, mais en maths, c'est vrai qu'on n'imagine pas. C'est peut-être l'absence de prix Nobel qui joue. Voilà, il y a effectivement cette absence de médiatisation autour de... Puisqu'il n'y a pas de prix Nobel, pas de raison. Voilà, donc en tout cas, je me suis rendu compte que la recherche en maths existait, que les maths
ça me plaisait. Je gardais l'idée, donc, quand j'étais petit, que j'avais envie de faire de la recherche scientifique. Bah, j'ai plutôt opté pour la recherche en maths. C'était quoi le sujet de votre thèse? Alors, le titre, c'était Géométrie des systèmes bi-hamiltoniens en dimension 4. Voilà. Bon. Tu sais, les titres de thèse, c'est toujours un truc à second. C'était l'étude de certains, ce qu'on appelle des systèmes dynamiques, c'est-à-dire des trucs qui font intervenir justement des dérivés, des équations d'évolution comme on peut rencontrer en mécanique, qui se passaient sur, j'ai parlé tout à l'heure de variétés, qui sont des généralisations de surface, pour des variétés qui sont de dimension 4, donc c'est des mondes qui sont quadridimensionnels, c'est-à-dire que pour se repérer dedans, il faut 4 nombres et pas... Et sur la Terre c'est une sphère, grosso modo. Il vous faut 2 nombres pour vous repérer, longitude et latitude. Voilà, donc c'est une variété de dimension d'une sphère. Bon, si tu prends un monde où il y a besoin de 4 nombres pour que quelqu'un qui est dessus se repère, on appelle ça une variété de dimension 4. Donc j'ai étudié sur des variétés de dimension 4, ces fameux systèmes bi-hamiltoniens, qui sont des systèmes dynamiques particuliers. C'est la quatrième dimension. Oui, alors la quatrième dimension, en général, on dit qu'il y a les 3 dimensions d'espace en physique, et la quatrième, c'est le temps. Mais après, les mathématiciens, ils imaginent des mondes qui ont n dimensions. Une fois que tu sais, c'est plus facile souvent de faire un truc pour n quelconque que pour n égale 4, 3. Donc les variétés, elles peuvent avoir un nombre de dimensions quelconque. Donc tu fais une théorie générale. Et puis, il se trouve qu'effectivement, la théorie de la relativité, par exemple, semble nous dire que notre monde, c'est une variété de dimension 4, justement. 3 coordonnées spatiales, 1 coordonnée temporelle. Mais vous avez entendu parler aussi peut-être de théorie des cordes. La théorie des cordes, ça vous montre un monde qui serait une variété de dimensions, je ne sais plus combien. 28, il y en a plus, ça dépend des théories, mais beaucoup plus que 4. Et la dimension 4, c'est pas aussi dans l'espace, mais c'est pas la quatrième dimension, ce serait pas le temps. Mais Oui, c'est ça. Ce serait autre chose que le temps, mais comme on ne peut pas l'avoir parce qu'on est en dimension 3, difficile à comprendre. Oui, mais en tout cas, ça, si tu veux, ça, c'est pas des préoccupations de matheux. Oui. C'est des préoccupations de, voilà, notre monde concret, physique, c'est quoi? Ça, c'est des préoccupations de physiciens très intéressantes. Moi, c'est ce qui me captivait justement quand j'étais gamin. Mais le mathématicien, il s'en fiche. Lui, il fait des théories voilà, puis il ne va pas regarder le cas 4, 5, 6, il dit, il regarde le cas n. Même si parfois, les mathématiciens, dans les domaines, ils savent des trucs pour 4 et qu'ils ne savent pas pour 5. Ça, c'est autre chose. Mais voilà, les variétés, la géométrie différentielle, ça s'occupe de mondes qui sont n dimensionnels, au sens où il faut n nombres pour se repérer dans ce monde. Comment ça se passe quand vous organisez vos recherches? C'est-à-dire que vous avez un objectif en tête, vous essayez de faire des calculs pour l'atteindre Oui, en général, que ce soit moi, mon modeste niveau, ou des gens qui ont révolutionné les maths, soit tu te poses une question, soit tu essaies de répondre à une question posée par d'autres. Si quelqu'un pose une question, il dit, voilà, je pense qu'on a tel résultat. Donc tant que le résultat n'est pas prouvé, donc il n'est pas devenu un théorème, ça s'appelle une conjecture. Alors, il y a des conjectures parfois qui durent 10 ans, un demi-siècle, un siècle, 1000 ans, 2000 ans. C'est des problèmes qui ont eu la vie longue, hein, la vie dure. Voilà. Et alors, donc, soit tu travailles sur des problèmes posés par d'autres, soit tu travailles sur des questions que tu t'es posées, mais souvent à la lecture de travaux d'autres. Voilà. Et après, tu essaies de les résoudre. Alors, quand tu te poses une question, parfois tu n'arrives pas vraiment à la résoudre parce que tu vois, les trucs qui ont duré des siècles, il ne s'est pas rien passé pendant 300 ans. Les gens ne sont pas arrivés à répondre à la question précisément, mais chemin faisant, ils ont engrangé plein de résultats qui, en soi, étaient intéressants. Donc, même si tu ne parviens pas à répondre à la question que tu t'es posée initialement, tu vas répondre à certaines situations particulières, par exemple. Parce que ta question, elle est peut-être trop générale, et tu vas dire, bon, je ne sais pas le faire en général, mais dans tel cas particulier, je sais dire ça. Dans tel autre cas particulier, je sais dire ça. Et tu avances. Et vous avez déjà répondu à des
Bah oui, j'ai répondu. Bah, à chaque fois que tu penses avoir répondu à quelque chose, que tu penses avoir fait un travail qui a fait un petit peu avancer les choses, tu fais ce qu'on appelle une publication. C'est-à-dire que tu écris un texte et puis tu l'envoies à un journal spécialisé. Là, il y a des experts du domaine qui regardent, ils valident ou pas. Valider, ça veut dire il faut que ça soit juste, bien sûr, vrai, qu'il n'y ait pas d'erreur dans la démonstration. Il faut que ça soit nouveau aussi, parce que si tu as fait un truc qui a déjà été fait, ben, ça n'a pas trop d'intérêt. Et aussi que ça corresponde à. Ça peut être vrai et nouveau, mais de niveau jugé trop bas par rapport au standard de la revue auquel tu as envoyé. Bon, voilà. Donc si tu remplis toutes les conditions, ben, il est accepté et c'est donc publié. Ça apparaît dans un journal spécialisé. Ce que fait un enseignant-chercheur ou a fortiori un chercheur tout au long de sa carrière. Vous avez déjà eu des prix ou pas? Des prix? Oui. Bon, j'ai eu un prix. Enfin, Ah oui. Et c'est quoi le prix? Ça c'est le prix Polia. C'est Polia. En fait, c'est un prix, il y a 4 revues de la MAA, c'est la Mathematical Association of America, donc qui est une association de mathématiques aux États-Unis. Il y a quelques revues et chaque revue a un prix d'un des mathématiciens pour le meilleur article de l'année dans cette revue-là. Il y a le prix Polia, il y a le prix Erdos, le prix Almos. Bon, enfin, ça c'est des grands mathématiciens. Et donc, une année avec le collègue de Montpellier dont je parlais tout à l'heure, on a eu le prix Polia pour le meilleur article de l'année dans cette revue. C'est pas la médaille fixe. Médaille à chocolat. Après, il y a des prix prestigieux. Par exemple, les chercheurs CNRS, ils peuvent avoir des médailles. C'est comme les Jeux Olympiques. Médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or du CNRS. Bon, ça, c'est des récompenses énormes. Les prix. Après, il y a toutes sortes d'autres prix. Et le plus célèbre, c'est la médaille Fields, qu'on a souvent présenté comme l'équivalent du prix Nobel, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Et les vrais équivalents du prix Nobel en mathématiques, c'est le prix Abel qui existe depuis une quinzaine d'années, 20 ans peut-être, dont le premier récipiendaire est un Français, Jean-Pierre Serre, qui est aussi Jean-Pierre Serre, le premier lauréat du prix Abel et plus jeune médaille Fields. Il a eu la médaille Fields à 28 ans. Ah ouais. Ah ouais. Et c'est un monsieur qui est toujours vivant, il est 1926 je crois. Donc il a 96 ans. Et vous pouvez aller voir des vidéos si vous voulez sur internet. Vous allez voir qu'à 96 ans, il est vert quoi. Hein. Il a un niveau de discussion impressionnant. Jean-Pierre Serre. SE2R. Il n'est pas né à Bages en plus. Ah, il est né tout près de Perpignan, effectivement, à Bages. Mais après, il a essentiellement grandi à Nîmes. Je crois que ses parents étaient pharmaciens. Dans un village près de Nîmes. Il me semble qu'il a fait sa scolarité à Nîmes. Donc c'est un gars du Sud. Autre question? Non. Bah, on applaudit de nouveau.